Donc, je suis Christophe No, consultant Combodo depuis 2014, donc 8 ans. Et en parallèle, j'ai un petit peu avant commencé un projet que certains connaissent, TIMIP, gestion d'IP, de plan d'adressage IP, projet qui continue. Voilà pour ma part. Et donc Dimitri, moi je suis chez Combodo depuis 2019, donc c'est un peu plus récent. Je suis consultant également avec Christophe, et puis accessoirement j'ai utilisé eTop dans une ESN depuis 2012. Voilà, donc je connais bien eTop également, des deux côtés on va dire. Donc l'objectif de cette présentation de notre côté, c'est de vous montrer l'extension Azure qu'on a eu l'occasion de réaliser. Donc rapidement un petit agenda, que contient cette extension? Ensuite, on verra qu'il y a un modèle de données Azure, et puis de la collecte. Et enfin, on vous présentera rapidement les évolutions qu'on envisage, même si ça a été plus ou moins dit déjà ce matin avec une V2 qui est déjà annoncée. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi cette extension? Donc ça a été évoqué ce matin, plus ou moins. Il y a une ressource, les ressources dans le cloud public sont utilisées de manière croissante ces derniers temps. Et je dirais malheureusement, la CMDB standard eTop aujourd'hui n'offre pas d'objets orientés purement cloud public. Donc aujourd'hui, référencer des ressources type Azure, AWS, etc., hormis des objets type VM, hyperviseur, etc., on n'a pas grand-chose qui pourrait coller avec. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'enrichir la CMDB standard eTop pour pouvoir enregistrer des CI de type Cloud Azure. La problématique d'Azure également, c'est que la console d'administration Azure peut être complexe, et puis pour des gens qui font des changements, ils n'ont pas une vue synthétique. Quand ils font un changement sur une ressource Azure, ils n'ont pas la vue impact, on va dire, qu'est-ce que derrière ça impacte. Donc également, eTop va amener tout ce qui est une vue synthétique. Je modifie un CI ou j'ai un incident sur un CI, qu'est-ce qui est impacté derrière? Et j'aurai accès à des attributs simples sans être forcément un admin Azure. Et enfin, l'autre objectif aussi, c'est que la CMDB eTop soit en permanence à jour, puisque le cloud public, ça bouge tous les jours, voire toutes les heures, toutes les minutes. Donc c'est que la CMDB soit le plus à jour possible par rapport à ce cloud qui bouge. Donc en détail, l'extension, elle est composée de deux parties. Une partie, on va dire, purement data model, qui va nous permettre de modéliser des objets purement Azure dans la partie CMDB eTop. Et puis une deuxième partie qui, elle, va se concentrer sur la collecte à proprement parler de la donnée en se connectant spécifiquement à l'API ouverte de Microsoft Azure. Bien entendu, c'est compatible eTop 2.7 et 3.0, 3X on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, même si vous êtes en 2.7, vous pouvez utiliser cette extension, et si vous êtes en 3 également. Ça marche précision sur les offres communautaires, on va dire, le cœur eTop communautaire, mais également sur des versions professionnelles. Donc le data model, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par créer ce qu'on appelle des nouvelles classes purement dédiées à Azure. Donc on a commencé par la base, les tenants Azure, les souscriptions, les ressources groupes. Voilà. Et puis après on va descendre un petit peu les VM Azure, la partie stockage, les bases de données, tout ce qui est plus apps, conteneurs, etc. Et puis une partie networking, on en reparlera par la suite. Contenu de chaque classe, que contient chaque classe? Ça n'a pas vocation à remplacer ce qu'on va trouver forcément dans la console Azure. On l'a dit, c'est d'afficher une vue synthétique des informations Azure dans la CMDB eTop. Donc on a repris essentiellement les attributs principaux et utiles de chaque objet, et avec des éventuels liens et dépendances. Par exemple, on le verra, une base de données s'appuie sur un serveur, par exemple, database dans Azure. Bien entendu, on fournit une extension de base. Chaque client aura la possibilité d'enrichir de nouveaux attributs suivant les besoins qu'il a et les spécificités de son métier. Et puis de sa maturité peut-être également. On a fait aussi une petite fonctionnalité, c'est de se dire, moi je suis dans la CMDB eTop et puis j'ai un problème sur un disque. Je vais avoir plus d'informations. Ce qu'on a fait, en fait, on a créé un menu action qui va nous permettre d'accéder directement à la console Azure en fonction d'un ID Azure. Donc là, automatiquement, quand je clique là-dessus, ça m'ouvre la console d'administration Azure. Donc bien entendu, il faut être logué. Donc si vous n'avez pas de compte admin dans la console Azure, vous n'aurez pas accès. Mais sinon, vous allez arriver directement sur votre objet. Donc ça permet de faire rapidement, d'avoir une information dans eTop et d'aller sur l'objet de manière détaillée dans Azure, dans la console d'administration. Donc un petit outil sympathique.
Donc Dimitri vous a brossé le portrait du collecteur et de l'extension qui amène le data model. On va voir comment les deux fonctionnent pour collecter effectivement l'information. Alors, le collecteur Azure n'est qu'un autre collecteur parmi tous ceux que l'on offre chez Combodo, et il est basé sur le collecteur base, ITOP Data Collector Base, que l'on voit au centre, qui n'est autre qu'un ETL simplifié, mais un ETL quand même, qui marche pas mal, qui va donc à gauche chercher l'information chez Azure, la récupérer, la traiter, la transformer et la pousser dans ITOP. La partie communication avec Azure doit être faite avec l'authentification OAuth2, c'est un prérequis qu'il faut assurer pour communiquer avec eux. On récupère alors des données au format JSON. Donc c'est ce que fait l'ETL, on s'authentifie, on collecte, on récupère des données au format JSON. Donc le collecteur fonctionne de la façon suivante. Pour chacune des classes qu'il va collecter, on commence à regarder si on a déjà stocké quelque part des informations relatives à l'authentification. Celles-là sont stockées dans un petit fichier qui est dans le collecteur. Et si ces informations sont obsolètes, eh bien on va se réauthentifier auprès de Microsoft avec des paramètres qui auront été configurés dans le collecteur. Le client ID, le client secret, on va dire, demander à Microsoft d'avoir un jeu de tokens à jour. Donc on s'authentifie, Microsoft nous répond avec ce token et ses paramètres d'expiration. Une fois qu'on a cette information, qui ne sont pas obligatoires, hein, mais peut-être que les informations stockées dans le fichier sont toujours valables, donc avec ces informations que l'on aura stockées dans notre fichier préalablement, eh bien, on va de nouveau contacter Microsoft Azure pour aller chercher ce coup-ci la donnée utile relative à la classe que l'on est en train de collecter. Donc ce schéma s'effectue pour vraiment chacune des classes que l'on aura à aller chercher. Alors, parmi toutes les classes que vous avez vues tout en haut, il y en a une bonne vingtaine. Il y en a une qui a une importance particulière, qui est la souscription. La souscription, c'est le container qui contient, comme son nom l'indique, un ensemble de classes. Et il est nécessaire de la collecter en premier pour savoir ce que l'on doit collecter. Donc, vous lancez le collecteur une première fois, vous ne l'avez jamais fait, vous lancez le collecteur une première fois, vous aurez préalablement indiqué que vous voulez collecter peut-être des souscriptions. Donc, le collecteur va regarder les souscriptions et va aller jusqu'au bout, il va les synchroniser dans ITOP. Et il va s'arrêter là. À ce moment-là, donc, vous avez des objets souscriptions qui sont collectés dans ITOP. Et pour activer la découverte d'un deuxième niveau, il va falloir que vous disiez que vous voulez aller plus loin. Imaginez que vous aviez 5, 6 ou plus, comme on l'a vu chez certains clients, souscriptions. Peut-être que vous voulez découvrir que la souscription de production, les autres c'est des souscriptions de test, donc vous les ignorez. Donc première étape, je collecte ma souscription et j'indique si je veux aller plus loin avec elle ou pas. Et une fois que vous avez donné cette information dans ITOP, le collecteur va le savoir et va continuer avec les classes sous-jacentes. La réconciliation des objets entre Azure et ITOP sont faites basiquement sur l'ID Azure. On peut utiliser d'autres attributs, mais bon, nous on s'est basé sur l'ID pour l'instant. D'autres attributs sont utilisés non pas pour la création d'objets, mais pour la création de liens entre eux et pour enrichir la base avec ces relations. Mise en œuvre technique, c'est un collecteur dont on parle, mais en fait on a fait deux collecteurs. Il y a un collecteur, Microsoft Azure base, qui pourra peut-être nous amener à faire d'autres collecteurs basés sur Azure. On pense à Graph, mais bon, c'est pas dans la roadmap, nous dira Axel. Et puis il y a la partie Azure pure qui est dans un autre collecteur. Donc les deux dépôts constituent le collecteur Microsoft Azure.
un main.php standard à tous les collecteurs pour lister toutes les classes que l'on doit collecter. Et à travers ce fichier, on va générer un plan de collecte. Donc quand on lance le collecteur, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'il faut collecter et puis ensuite le faire. Donc pour chacune des classes, vous allez voir le collecteur, si vous l'ouvrez, il y a quand même pas mal de fichiers. Donc on a un fichier PHP, un fichier JSON, classiquement comme tous les collecteurs pour chacune des classes que l'on doit collecter. Et puis ces fichiers contiennent donc toutes les informations qu'il faut pour que le moteur de collecte puisse s'adapter à la classe à collecter. Il y en a qui... donc toutes ces collectes se font à travers des URL, donc des URL à un paramètre, à 2, à 3 ou à 4 paramètres, ça dépend des objets que l'on souhaite avoir. Donc c'est ces fichiers qui vont vous définir, en fait, fournir au moteur l'ensemble l'URL complète à fournir avec les paramètres à fournir pour les collecter, c'est la classe en question. Et puis fournir un certain nombre de méthodes qu'il faut tourner pour effectuer la collecte. S'adapte au modèle de données ITOP. Qu'est-ce qu'on voulait faire à ce moment-là? Bien sûr, les objets que l'on collecte sont traités pour pouvoir s'adapter au modèle de données qui a été poussé auparavant. Donc pour résumer la mécanique de collecte, on a ce petit diagramme. On se rappelle que toute l'authentification est basée sur OAuth 2. Première étape, on va découvrir des souscriptions. Une fois que les souscriptions sont découvertes, on indique pour chacune d'entre elles si on veut découvrir les objets qui sont inclus dans ces souscriptions. À ce moment-là, on peut arrêter la découverte des souscriptions, on va paramétrer le collecteur pour qu'il ne fasse pas d'autres découvertes de souscriptions, et quand on le relance, lui, il va aller lire dans ITOP la liste des souscriptions en cours à découvrir, et va lancer tout un tas de découvertes unitaires pour chacun des classes d'objets à aller chercher, donc des lieux, des ressources groupes, qui sont aussi des containers, des services, des VM, des disques, etc. etc. Pour chacune des classes, comme d'habitude, on va générer des fichiers CSV qui vont alimenter les tables de synchro et puis qui seront poussés dans le moteur de synchro ITOP pour créer les objets et les mettre à jour. Donc, voilà en résumé la façon dont le collecteur fonctionne. Donc on en a parlé, donc on a sorti une première V1, mais d'ores et déjà on a des axes d'amélioration, des évolutions envisagées. Alors déjà, première chose, on l'a dit ce matin, on ne gère pas vraiment les champs de type IP. Donc aujourd'hui, tout ce qui est collecte d'adressage IP dans Azure n'est pas fait. Donc on envisage de nouvelles classes purement orientées IP avec Azure. En fonction si le client aura IPAM, TIMIP ou pas, on utilisera les objets IPAM ou on mettra un champ de type adresse IP au format plus texte, on va dire. Ce qui permettra, en fonction, d'avoir une véritable gestion des IP, plan d'adressage Azure dans la CMDB. Également, tout ce qui est analyse d'impact, donc pour l'instant on a fait des relations assez simples entre objets, l'objectif étant peut-être d'enrichir tout ce qui est analyse d'impact entre les CI Azure. Et puis ça c'est plus en fonction des retours de nos clients, parce que nous, Combodo, on est éditeur, on n'est pas forcément expert Azure, donc si vous trouvez que les attributs qu'on a mis ne sont pas suffisants ou ne sont pas utiles, n'hésitez pas à nous faire remonter. En fonction, on enrichira chaque classe d'objets Azure si on a oublié des choses. La partie traduction, ça c'est à voir aujourd'hui, la console Azure, c'est vrai qu'il y a des termes qui sont plus anglais, les traductions, non, pas forcément, mais on a déjà traduit anglais-français, peut-être mettre l'allemand, l'espagnol, donc ça c'est à voir au niveau traduction. Et après c'est tout ce qui est la gestion d'obsolescence. Donc aujourd'hui, si un objet Azure est détruit, il ne sera plus vu par le collecteur. Pour l'instant, on n'a pas géré l'obsolescence. Donc là, c'est dire, par exemple, si au bout de 3 jours, l'objet n'est plus vu, il passe automatiquement de manière obsolète, et puis passé un certain délai, on le supprime ou pas. Tout dépend si on veut garder l'historique des objets volatiles qui auraient existé. Après, cette partie, si nous, on ne le fournit pas par défaut, il suffit que l'utilisateur aille modifier les fichiers JSON en question pour mettre la politique d'obsolescence qu'il souhaite. Donc, on ne l'a pas inclus par défaut, mais ITOP vous le laisse faire. Un autre point aussi sur TIMIP, si vous voulez collecter les IP ou des subnets, vous n'avez pas besoin d'avoir TIMIP forcément.
On aura des objets qui vont pouvoir stocker ces informations. Si en plus vous avez TMIP, alors ça s'adaptera, mais ce n'est pas un prérequis. Oui, notamment là, déjà dans une version qu'on a à la maison, vous voyez tout en bas, on a des Azure Subnet, Azure Public IP, ici, puis des IP config, des IP config de network interface ou de load balancer. Donc ça, c'est déjà 4 objets qui recensent des sous-réseaux ou des adresses IP privées ou publiques. Et là, on n'a pas de TMIP d'installer, mais on a quand même l'information. On a terminé la présentation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Donc, ça nous fait un data model pour Microsoft Azure. Vous avez prévu d'autres data models à venir? Ouais, ce matin, ça a été évoqué. On avait pensé à AWS. Aujourd'hui, c'est un problème de bande passante. Pour l'instant, on n'a pas vocation à faire d'autres clouds dans l'immédiat. Il y a des clients qui travaillent dessus ou des partenaires. Donc si l'opportunité se présente, peut-être qu'on ira. Mais aujourd'hui, on va déjà commencer par Azure. Voilà, parce que comme je vous le disais, c'est un vrai métier, le cloud public. Nous, on n'est pas experts. Donc déjà, avant de vouloir modéliser, il faut qu'on comprenne ce qu'est AWS. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément toutes les compétences pour. Et tu as peut-être une autre idée en tête, toi, non? Moi, je pensais à du GreenLake, mais bon, c'est une autre histoire. Le cloud fourni par HP, n'est-ce pas? Non? Oui, c'est ça. Les solutions hybrides cloud HP. Mais au-delà de ça, la difficulté de mettre en œuvre un data model comme ça, enfin tout ce que vous avez mis en œuvre, c'est quoi? C'est un niveau intermédiaire? Le data model, non, c'est tout simple. C'est des classes, des attributs. En fait, la difficulté, là, c'était devant la grosse volumétrie côté Azure, autant en classe qu'en paramètres qui permettent de modéliser chacune des classes. Qu'est-ce qu'on retient comme objet? Bon, là, on en a une vingtaine, ils en ont des centaines. Donc, il y a un choix à faire. Donc, on a travaillé avec quelques clients qui déjà avaient des besoins pour essayer d'identifier quelles classes sur lesquelles on voulait se concentrer. Et puis, pareil, parmi ces classes, on a proposé un certain nombre d'attributs. Bon, peut-être qu'il va falloir en rajouter. Voilà, c'est un premier jet. Donc là, on va attendre des retours pour voir si on a bien, enrichir finalement le modèle en fonction des besoins clients. Mais la création des classes en elle-même, c'est avec ou sans designer, voilà, ça se fait bien. Après, la difficulté dans ce projet, c'était plutôt la collecte avec l'authentification et puis l'adaptation du collecteur pour aller chercher, traiter les fichiers JSON de Microsoft. Donc il a fallu tordre le bras un petit peu au collecteur de base. J'ai des PR qu'il va falloir que je soumette pour que ça soit accepté par la R&D. Mais bon. J'ai une question sur les relations. Donc tu avais dit que vous n'aviez pas fait de relation entre les objets. J'ai bien noté. On a fait des basiques en fait. Par exemple, une database est reliée à un serveur database. Sur les objets qu'on voit là. Ouais. Oui. Les relations natives en fait Microsoft, en parcourant la description de l'interface, on voit qu'un subnet est attaché à tel objet, on le rattache bien sûr quand c'est possible. Est-ce que vous en avez fait sur d'autres objets dans RightOp? Forcément, chaque ressource Azure est rattachée à une ressource groupe qui elle-même dépend d'une souscription. Et la souscription appartient aussi à un tenant. Donc on a fait les liens de base. Les lieux aussi, les locations. Les lieux ITOP. Sur par exemple des business process en objet standard dans RightOp, on l'a pas réutilisé celui-ci. Okay. Après avoir, en fonction des besoins, alors le collecteur tel qu'il a été fait, on peut facilement l'enrichir. Vous avez une nouvelle classe à collecter dans Azure qu'on n'a pas faite. En fait, vous suivez le template des autres classes et vous pouvez très bien le rajouter. Dans le wiki, on explique comment faire. J'ai une dernière question, c'est sur la régularité de l'exécution du connecteur. En fait, le collecteur, c'est un script PHP que vous chronifiez donc à votre convenance. Il y a des gens des collecteurs, c'était pas celui-ci, c'était sur du vSphere, vCenter. Ils le faisaient 5 fois par jour. Okay. Voilà. Donc, en fonction de la volatilité de votre cible, Azure ici, à vous de définir ce qui est le bon intervalle de temps pour collecter. Le temps de création d'une classe, c'est à peu près en moyenne. La première, vous allez passer un peu de temps, peut-être une journée. La création en base ou la faire, la D entière.
Enfin, À tout le entière, cycle. en fait, déjà, c'est Ah. comprendre le besoin, c'est la définir sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et après, dans le designer, ça va très vite. Comme le disait Erwan ce matin, faire dans le designer, ça va vite, c'est plutôt qu'est-ce que je veux faire, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas spécialiste là-dedans. On peut perdre beaucoup de temps à faire une classe. Parce Alors, il y a que c'est pas il y ce a la qu'il classe dans le dessous, designer, la classe du data model, puis ensuite il faut aller la collecter. Donc, Oui, surtout. c'est là où il y a le plus gros Ouais, travail. je pense, ouais. Et quand je disais la journée, la première classe, ça sera. Encore une fois, si vous êtes à l'aise avec PHP, c'est pas très compliqué. Il suffit de rentrer dans le template entre guillemets du collecteur et puis savoir lire, oui, la documentation Microsoft. Tiens, telle classe, elle est documentée ici. Ah, je vois que comme ça, je peux récupérer tel paramètre. Mais après, bon, on peut travailler ensemble aussi. Si vous nous dites, voilà, on a besoin de collecter telle et telle classe, on ira peut-être plus vite. Mais bon, tout est. Il y a de la bonne Donc, documentation. c'est bien documenté, C'est bien mais malgré documenté, tout, ça ne sera pas d'un claquement de doigts que vous allez pouvoir rajouter une classe. C'est documenté, mais voilà, prenez un peu de temps. API. Ouais. Alors, on ne l'a pas assez dit. Ce qui se passe, c'est que le cloud Azure Microsoft évolue sans cesse. L'API est versionnée en fait. Donc, quand on va faire la collecte, en paramètres, on précise la version de l'API. Donc aujourd'hui, je dis n'importe quoi, pour une VM, c'est l'API version 2021 09.10. Tant qu'on reste là-dessus, Microsoft, s'ils sortent des nouveautés, ben nous, on ne les verra pas. Donc ça continue de marcher. Si par contre, on veut les nouvelles fonctionnalités, ben, il faut incrémenter le numéro de version de l'API et prendre en compte les éventuels nouveaux paramètres ou nouvelles données. Effectivement, c'est une bonne remarque. Mais Il y a si une ça version évolue, d'API par classe d'objets collectés. par classe. Voilà. Pour les serveurs, c'est telle date. Pour les VM, c'est telle autre date, etc. Donc vous spécifiez ça dans le fichier de conf et Microsoft vous fournit les informations à la date spécifiée. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup.